Bonjour à tous et bienvenue sur Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Épisode exceptionnel puisque je suis parti à la rencontre de Nicolas Poire. Il est BIM, Blockchain Initiative Manager chez Ubisoft. Avec lui on abordera son parcours, comment il est passé de prof de philo à faire des jeux vidéo, de l'intérêt de la blockchain dans le monde du divertissement numérique. Je vous souhaite une très bonne écoute, à tout de suite. Bon, merci beaucoup Nicolas de nous accueillir dans le lab d'Ubisoft. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Avant de parler blockchain et jeux vidéo, j'avais une question toute simple en découvrant ton profil sur LinkedIn. C'est comment on passe de la philosophie aux jeux vidéo? Ça va prendre tout le podcast. Hein. Bah, on a le temps. Donc c'est effectivement, donc avant d'entrer chez Ubisoft, j'enseignais la philo au lycée et un petit peu dans le supérieur. Mais je commençais un petit peu à me lasser, même si c'est un métier vraiment très intéressant. Je commençais à me lasser un petit peu. Je voulais voir d'autres horizons et donc j'ai repris des études en parallèle de mon travail, des études de sciences cognitives. Donc ça, c'était une première étape. Et il se trouve que dans le même temps, enfin qu'à quelques mois de décalage, un de mes amis qui travaille ici déjà, qui travaillait déjà ici chez Ubisoft, me parle d'un lab en me disant « Je travaille avec eux, ils s'intéressent à des sujets proches des tiens, à savoir les sciences cognitives, mais aussi l'impact des nouvelles technologies sur la société, qui était un sujet qui m'intéressait par ailleurs. Ils ont aussi un sujet autour de nos jeux. Bon, puis ça en reste là. Puis finalement, il organise un rendez-vous, donc on se rencontre, on s'apprécie mutuellement avec Caroline Janter et Catherine Seyss qui travaillent au lab toutes les deux. Caroline Janter étant la Chief Strategic Innovation Officer d'Ubisoft et qui dirige donc le lab. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une espèce de conjonction d'étoiles un peu étonnante. Yves Guillemot lit un bouquin de philo, s'y intéresse, trouve ça intéressant, se dit peut-être que chez Ubisoft, ce serait intéressant d'embaucher un profil comme ça. Bon, c'était la première étape. Yves Guillemot étant le CEO d'Ubisoft, je n'ai pas précisé. C'est la première étape. Deuxième étape, il se trouve qu'on a un département éditorial qui aujourd'hui travaille beaucoup pousse beaucoup une stratégie autour des open world, donc c'est les mondes ouverts. Et dans les mondes ouverts, il y a une réflexion autour du réalisme de ces mondes-là, c'est-à-dire comment on rend un monde accessible aux joueurs. Et effectivement, parler de cohérence de monde, on voit bien que peut-être un philosophe peut apporter quelque chose là-dessus. Et le lab cherchait aussi à renforcer un peu son équipe avec de nouveaux profils. Donc voilà, tout ça a fait que assez rapidement, je dis allons-y. J'étais parti pour une mission en se disant quand même la rentrée prochaine, je repars à la fac et puis finalement, je suis resté. Voilà, c'était il y a 4 ans. Ok, c'était en 2014 et du coup, alors tu rentres au lab en 2014. Ouais, pardon, je rentre au lab en 2014, c'est pour ça que j'ai dit que ce serait long. Hein. Et il y a 2 ans à peu près, donc il va falloir, je ne sais pas si je décris faire un bon non, mais je ne sais pas si je vous décris maintenant un peu comment fonctionne le lab. Si, ça c'est super intéressant aussi. Donc le lab d'Ubi, sa mission est vraiment d'anticiper le futur et d'aider Ubi à se préparer à ce futur, mais en travaillant sur des choses assez concrètes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement on fait de la prospective. La prospective est une grande part de notre recherche, mais la prospective vient nourrir ensuite différentes manières de rendre concret ces recherches-là. Donc une équipe de prototypage dont on reparlera, qu'on appelle les makers en interne. On en reparlera parce que sur la blockchain, ils ont été très importants. Okay. Et puis, on essaie aussi d'avoir des partenariats avec des startups via un programme d'accompagnement qu'on a à Station F, avec des écoles ou des universités. On est en partenariat avec l'Engmin, par exemple, qui est une des écoles de jeux vidéo les plus importantes. Aujourd'hui, on travaille avec Rubica, une autre école. Et puis, on met aussi en place un peu d'open innovation avec d'autres groupes comparables à nous ou plus importants.
Et donc au départ, moi, je travaillais, comme je vous disais, sur les mondes ouverts, puis assez rapidement, j'ai eu d'autres sujets de prospective sur les nouvelles technologies, puisque c'était un des sujets qui m'intéressait, comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et puis, chaque début d'année, on se répartit un certain nombre de sujets. Parmi les sujets dont on peut entendre parler, les buzzwords, etc. Mais il s'agit de justement creuser ces buzzwords-là et voir ce qu'il y a vraiment derrière. Et bien sûr, 2016, la blockchain, 2016, fin 2016, début 2017, on entendait déjà beaucoup parler de blockchain. Et moi, j'ai pris ce sujet-là. J'étais pas seul chez Ubi. Il y avait aussi une collègue qui s'appelle Anne Puc, qui était à l'époque au département légal et qui maintenant travaille avec nous. Et donc, on s'est mis à explorer ce sujet-là. Et on a vu l'ampleur du sujet. Donc, ça fait effectivement... on a commencé à travailler sur ce sujet début 2017. Et en parlant si on revient au lien ou à ce qui permet de passer de la philo à la blockchain, la blockchain, ça fait quand même partie des sujets, des technologies qui peuvent avoir un impact très important sur la société. Et c'est de là que tu as eu l'intérêt ou c'est parce que justement c'était dans cette réunion Buzzword où tu en avais entendu parler avant et J'en avais entendu parler avant, puisque justement, il faut bien apporter un petit peu lors de ces réunions, ces buzzwords et autres, mais non, j'en avais entendu parler avant, comme tout le monde, j'avais entendu un petit peu parler de Bitcoin. J'étais pas encore rentré vraiment dans les usages autres que les usages financiers, en revanche. D'accord, ouais, pas forcément penser directement aux jeux vidéo. Le jeu vidéo est venu... Le jeu vidéo est venu même après. La manière dont on travaille en prospective ici, c'est que c'est vraiment un entonnoir, une logique d'entonnoir. On travaille vraiment sur l'intérêt d'une technologie en général, et puis on regarde ce que ça fait dans notre industrie, et puis comment est-ce que chez Ubisoft, on peut utiliser cette technologie. C'est assez simple. Il y a un élément de langage qui revient souvent quand on regarde un petit peu... autour d'Ubisoft, quand on parle d'Ubisoft et d'innovation ou d'Ubisoft et de recherche, c'est le mot signaux faibles, à la recherche des signaux faibles dans les comportements des joueurs. Est-ce que c'est par ces signaux faibles que viennent les recherches au sein de ce lab? Ça peut. Ou uniquement ou également de la partie juste technologique, c'est-à-dire qu'on découvre une technologie, on voit l'intérêt et après on essaye de chercher l'intérêt dans le jeu. Non, effectivement, donc j'ai pas décrit jusqu'au bout le lab, et c'est bien de me le rappeler. Donc en fait, nous, on explore 3 grands champs. On explore effectivement les nouvelles tendances technologiques, sociétales et marketing aussi, et management en fait. Donc management, c'est un petit peu à part. Donc voilà, ces trois grands champs-là. Et oui, ça passe par des signaux faibles. Là-dessus, on est dans la ligne vraiment de la prospective, des méthodes de prospective assez classiques. C'est-à-dire, c'est difficile en fait en amont de dire qu'un signaux faible est un signaux faible. On le dit toujours a posteriori. Mais disons qu'on collecte un certain nombre de petites informations en disant peut-être que si elles se rassemblent en faisceau, toutes ces informations, à un moment donné, ça peut donner une tendance importante. Là, en l'occurrence, pour la blockchain, non. La blockchain, c'est quand même vraiment venu... du buzzword. 2016, c'est aussi Ethereum, c'est aussi la DAO. On en a beaucoup parlé, des gros événements à ce moment-là. Donc, c'était difficile de passer à côté quand même. Okay. Je dirais que là où nous, on a peut-être vu des signaux faibles, c'est qu'effectivement, on s'est dit, il faut quand même l'explorer pour le jeu vidéo. Effectivement, là, il y avait en 2016, il y avait quand même vraiment peu de choses qui associaient jeux vidéo et blockchain. Il y avait déjà quelques startups qui travaillaient dessus. Non, pas encore. En 2016, 2016, il n'y en avait pas. 2017, 2010, j'ai pas la date. 2018, je crois. Ouais, je pense qu'ils sont plus 2018. Fin 2017. Oui, ils sont juste au moment. Oui, bien sûr, ils sont juste au bon moment. C'est ça. On pourra juste arriver pour surfer sur la vague. Mais voilà. Il y avait des aquariums, je me rappelle, quand on allait sur le site de la fondation Ethereum.
Il y avait une page avec des énormes carrés sur lesquels il y avait tous les projets Ethereum en cours. Ça, on était en 2015. Et il y avait des projets de gens qui avaient mis des aquariums où on pouvait acheter un poisson avec un Ether. Ça valait moins de 40 euros à l'époque. Et on pouvait suivre la vie de ce poisson qui littéralement tournait en rond dans un aquarium avec d'autres poissons. Et voilà, c'est loin d'être un jeu, quoi. C'est ça. C'est une partenariat d'investissement. Ça fait, oui, voilà, c'est ça. De toute façon, c'est toujours l'ambiguïté aujourd'hui avec les cryptos. Donc, est-ce qu'on est dans de l'investissement ou est-ce qu'on est vraiment dans un usage intéressant? Et c'est tout l'enjeu pour nous, en fait, aujourd'hui. On reviendra aussi là-dessus, je pense. Donc, oui, voilà, sur les signaux faibles, en tout cas, Oui, donc, si, voilà, pardon, excuse-moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y avait quelques entreprises. Il y avait par exemple Everdreamsoft, qui est vraiment une des toutes premières, qui a fait un jeu sur Bitcoin, sur Counterpart, qui est un layer 2 sur Bitcoin, et qui proposait déjà finalement. On ne parlait pas encore de tokens non fongibles à l'époque. On parle de fongibilité lorsqu'un actif peut être échangé contre un autre actif du même type et qu'aucune distinction entre les deux n'est possible. Pas du tout. Mais avec ce qu'on appelle les colored coins, ils se sont dit on peut faire des cartes dont on peut assurer un certain niveau de rareté et voilà, et qu'on peut vendre en plus d'un jeu de cartes classique accessible. Le fondateur de Everdreamsoft ayant déjà pas mal travaillé dans le mobile, il connaissait bien, il avait fait dans les tout premiers jeux mobiles aussi. Il reste. Donc voilà. C'est né de ça. Parce que moi, ce que j'avais aussi compris sur l'aspect signaux faibles, c'est le deuxième pilier de la recherche du lab, c'est l'aspect sociétal. Ouais. Comment tu définis cet aspect sociétal par le comportement des joueurs ou par le comportement grosso modo de la société face aux jeux vidéo? Est-ce que ça c'est un... Alors on a deux axes à l'intérieur de ça. On a effectivement, alors jeux vidéo, ça va pas tant être le lab. Chez Ubisoft, on a un département qui s'appelle le Consumer and Market Knowledge, donc qui va vraiment regarder, explorer les comportements des utilisateurs, sur énormément de dimensions différentes. Nous, on a un spectre beaucoup plus large, qui est d'explorer les nouveaux types de divertissement, nouveaux usages. Ce qu'on aime bien dire, c'est que, on prend un exemple qui a eu lieu il y a pas mal de temps maintenant. Je ne sais plus quel constructeur de machines à laver s'était rendu compte qu'en Chine, ces machines tombaient beaucoup plus en panne et ne comprenaient pas pourquoi réellement. C'est une histoire assez connue. Et donc en allant sur place, en explorant, ils se sont rendus compte qu'en fait les utilisateurs lavaient leurs patates, leurs légumes dans la machine à laver. Et donc on voyait un usage détourné d'une technologie relativement... on ne peut pas dire tout à fait nouvelle, mais relativement connue. Et donc nous, on a toujours un peu cette idée en tête qui est de se dire, ok, est-ce qu'il y a des usages détournés, des nouvelles technologies qui sont des usages de divertissement? Voilà. On a vu par exemple ces dernières années la manière dont les réseaux sociaux se sont mis à non seulement avoir des petits jeux sur leur plateforme, mais surtout comment Snapchat, par exemple, a utilisé des méthodes de gamification pour améliorer la rétention de leur application. Donc on voit qu'il y a des usages nouveaux, on va être attentif, par exemple. Bon là, c'est devenu un gros phénomène, mais ça fait un moment qu'on regarde les applications type TikTok, qui était Musical.ly, qui a racheté Musical.ly il n'y a pas si longtemps. C'est pas forcément des choses auxquelles on serait attentif si on ne regardait que le jeu vidéo. Et se rendre compte qu'il y a des applications de divertissement qui ont qui arrivent à rassembler des centaines de millions d'utilisateurs, c'est toujours assez impressionnant pour le monde du jeu vidéo.
Donc on est attentif à ça. On regarde par exemple dans les signaux faibles, un des sujets qu'on a en ce moment, c'est le sujet qu'on appelle Virtual Idol. C'est de voir qu'en Asie principalement, il commence à y avoir un vrai engouement pour des vedettes, des stars virtuelles. On parle virtuel, on parle pas forcément de réalité virtuelle, hein. Ça peut être simplement une chanteuse, un chanteur qui n'existe pas à proprement parler, mais pourtant qui a sa page sur les réseaux sociaux, qui a ses fans, qui va pouvoir faire ses concerts, etc. Donc ça, typiquement, si on... Enfin, c'est des... Oui, par exemple, ça, on pourrait parler de signaux faibles et de signal faible, et on pourrait dire, bah oui, qu'on voit un changement sociétal si on commence à pouvoir se projeter et adorer une création qui n'est pas finalement un individu à proprement parler. Oui, là, il y a des changements qui se passent, des changements importants. Un peu improbable. Oui. Le Pokémon que j'avais dans ma Game Boy est quand même loin, même si j'étais assez fan de lui. Hein. C'est ça. Et justement, là, je voudrais revenir sur une expérience que vous avez fait au lab, que vous avez démontré, dont tu as parlé justement au Blockchain Gamer Connect de San Francisco. C'est le projet Hashcraft, qui j'imagine a été réalisé par les fameux makers. Ils sont combien, tiens, les makers? Alors les makers, ils sont 4. Ils sont 4 et c'est donc on peut les citer. Hein. Alors ils sont 4, mais ils ont enfin il y a plusieurs personnes. Il y a eu des changements, donc je vais essayer de n'oublier personne. Mais donc Nathalie Paccard, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en production, dans le jeu vidéo, qui a travaillé en Chine pendant plusieurs années, etc. Et donc qui dirige cette équipe des makers et qui a un profil plus de producer. Et d'entrepreneur aussi. Elle a eu son studio. On a Robert Fals qui est le lead programmeur, qui est aussi très expérimenté. Il a été CTO d'une boîte de jeux. Enfin bref, il a beaucoup d'expérience et leur spécificité, j'aurais pu commencer par ça, c'est qu'ils sont tous couteaux suisses. Ils ont tous plusieurs compétences. Donc par exemple, Robert est aussi très féru de cinéma, de réalisation, etc. En plus d'être développeur. Pierre Harmonic qui est... alors lui, c'est plus qu'un couteau suisse. Il pourrait être guitariste, il pourrait être magicien, mais il a choisi d'être ce qu'on appelle dans le jeu vidéo tech artiste. Donc il est à la fois artiste et développeur. Il sait faire les deux. Ok. On a eu Camille Richard, qui était développeur aussi et qui est parti pour... continuer son propre studio, elle aussi, qui était développeur, et Yann Sarah, qui aujourd'hui est chez Ubisoft, mais en production sur Beyond Good and Evil 2 en France. Voilà. Et donc, c'est une super équipe, et voilà. Donc, pardon, je voulais les citer pour leur rendre hommage. C'est important. Donc, peut-être juste avant de décrire Hashcraft, parler un peu parce que pour expliquer comment on en vient à Hashcraft, il faut parler des cas d'usage quand même dans le jeu vidéo, de la blockchain. Donc aujourd'hui, effectivement, 2016-2017, il y a eu toute une période, c'était la période des ICO. Une initial coin offering est une méthode de levée de fonds fonctionnant via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des crypto-monnaies durant la phase de démarrage d'un projet. Le jeu vidéo, il n'y a pas échappé non plus. Donc il y a eu énormément de projets qui ont proposé la création d'une crypto-monnaie pour financer leur projet. Et l'idée, c'était que cette crypto-monnaie puisse être utilisée pour acheter du contenu en jeu ou pour accéder au jeu. Okay. Ça, c'était, je dirais, un des premiers usages mainstream. Ça reste très niche, il faut le préciser, mais c'était un usage assez répandu. Du style, le joueur peut, par exemple, aller acheter son épée avec la crypto-monnaie qu'il a eue pour pouvoir ensuite... Okay. Et donc là, on voit vraiment le fait que si on a participé à l'ICO, le token étant peu cher, on peut avoir ensuite le contenu du jeu pour moins cher que si on est un nouvel entrant. Donc, il y a toujours il y avait cette promesse-là en tout cas. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça n'a pas vraiment fonctionné pour tous les problèmes de user experience, d'expérience utilisateur, c'est assez simple. L'idée consistait à devoir déjà comprendre ce que c'était que ce monde de la crypto,
ensuite acheter de l'Ether, avec l'Ether participer à l'ICO, et ensuite accéder à la crypto-monnaie en question, et puis ensuite dépenser cette crypto-monnaie dans le jeu. Et du coup, avoir des wallets, avoir ses clés, Avoir des comprendre tout wallets, ça. ses Voilà. clés, etc. C'était très très lourd, donc autant dire que l'idée de créer une communauté, parce que c'était quand même cette idée-là au départ, c'était de se dire, ok, grâce à une crypto-monnaie, je peux créer ma communauté pour créer mon écosystème et créer une espèce d'économie circulaire autour de mon jeu. Probablement, il fallait une masse critique, il fallait d'utilisateurs, il fallait que l'expérience elle-même, c'est-à-dire le jeu proposé, soit de très bonne qualité, etc. C'était le début, donc cet effet d'aubaine n'a pas eu lieu, à ma connaissance, sur aucun projet réel. Tous les projets ont eu des utilisateurs, ont eu des backers, etc., mais pas de communauté extrêmement importante. On parle de quelques milliers de joueurs, là où l'industrie du jeu vidéo, aujourd'hui, les plus gros jeux ont plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, donc on est très loin de l'industrie, des normes de l'industrie. Donc ça, c'était une première étape. La deuxième étape, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on appelle les non-fungible tokens. Et donc, c'est l'idée d'avoir des tokens, des tokens non fongibles, c'est-à-dire uniques, qui ne peuvent pas être remplacés par un autre. Donc, à la différence des crypto-monnaies qui sont fongibles, un Ether, enfin, je peux prendre n'importe quel Ether, c'est toujours un Ether. Ça, c'est le côté un tout petit peu technique, avec un standard qui s'appelle le RC721. Plus concrètement, en termes d'usage dans le jeu vidéo, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, ce qu'on met en avant beaucoup, c'est avec CryptoKitties notamment, dont on a parlé, c'est ce qu'on appelle le true ownership, donc la propriété. Le fait qu'un utilisateur, à partir du moment où un asset, donc un objet type une épée par exemple dans un jeu, à partir du moment où cette épée est reliée à un token sur une blockchain, la blockchain étant décentralisée, les utilisateurs qui possèdent ce token sont bien les propriétaires de ce token. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas Ubisoft peut pas, enfin Ubisoft ou n'importe quel studio de jeux vidéo ne peut pas dire ce token en fait, je peux le reprendre parce que on a changé d'avis, on décide que notre jeu doit être modifié, donc etc. Non, à partir du moment où le token a été émis sur une blockchain publique et qu'il appartient à quelqu'un, il appartient vraiment. Donc la première proposition, c'était celle-ci. C'est vraiment sur laquelle est bâti ensuite tout l'engouement aujourd'hui qu'il peut y avoir sur jeux vidéo et blockchain. C'est cette idée de se dire, OK, un utilisateur, grâce à cette décentralisation, va être capable de posséder ses items pour de vrai. Et en fait, comme ça, on se dit oui, bon, très bien. Est-ce que c'était vraiment différent de système centralisé à partir du moment où le joueur a un inventaire sur un jeu? Il le garde à part s'il se le fait voler. À part s'il se le fait voler, à part si le jeu arrête. Mais en général, un éditeur arrête un jeu quand il n'a plus vraiment de joueurs dessus. Donc normalement, ça n'embête personne, etc. Bon, ça, je dirais que c'était... Il y a encore quelques années, c'était un discours tout à fait crédible. Entre-temps, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu notamment le free-to-play dans le mobile. Et puis... pour parler de concurrents, il y a eu le succès de Fortnite, par exemple, qui est un jeu qui atteint les 200 millions d'utilisateurs quand même, donc c'est pas rien. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans le free-to-play et Fortnite, qui est un jeu free-to-play aussi, la plupart des revenus d'Epic Games, l'entreprise qui a créé Fortnite, la plupart de ces revenus viennent de l'achat de skins, donc ce qu'on appelle d'appât d'objets qui juste modifient l'apparence des personnages dans le jeu, c'est tout. Et pas son attitude dans le jeu, ni sa puissance, ni rien. Il n'y a pas d'impact sur le jeu lui-même, sur ce qu'on appelle le gameplay. Vraiment, la seule chose qui change, c'est que les joueurs peuvent personnaliser à l'infini leur personnage. Et c'est gigantesque, on parle d'1 milliard de dollars de revenus en un an à peu près, donc c'est vraiment très important. Ce modèle-là, ce qu'il implique, c'est que probablement, si les utilisateurs commencent à dépenser beaucoup dans ces apparences, dans ces skins, il est probable que quand le jeu s'arrêtera, s'ils ont investi beaucoup, ils n'aient pas très envie de partir sans rien. Ils aimeraient peut-être même réutiliser ça dans d'autres jeux, etc.
Et en fait, c'est ce que vont permettre ces tokens. C'est qu'à un moment donné, même si ces tokens sont plus liés directement aux objets du jeu, imaginons que l'épée dont je parlais tout à l'heure, le jeu effectivement s'arrête pour X raisons. En fait, les tokens existent toujours. Donc, Ubisoft, par exemple, pourrait se dire en fait, nos joueurs ont des tokens, donc ces tokens-là peuvent être utilisés dans d'autres jeux. Et donc, à partir de cette notion de true ownership, de vraie propriété, on va pouvoir aussi aller vers des modèles de ce qu'on appelle aujourd'hui cross-game asset, donc un modèle d'interopérabilité, le fait de pouvoir utiliser un token dans différents jeux. Okay. Ça, c'est aussi un des gros usages prévus. Il n'y a pas encore beaucoup de... Il commence à y avoir quelques cas. On voit quelques cas apparaître, notamment CryptoKitties, qui... les propriétaires aujourd'hui de CryptoKitties peuvent jouer à un jeu qui s'appelle God Unchained et dans lequel, du coup, les tokens CryptoKitties sont traduits. Je crois que c'est un jeu de cartes, God Unchained aussi. C'est traduit en cartes. Ça, c'est... voilà. Ou est-ce qu'on pourrait imaginer sur l'exemple de l'épée, il y a un jeu dans lequel je joue aujourd'hui où j'ai cette épée-là, il va y avoir la version supérieure du jeu, l'évolution temporelle ou typiquement Assassin's Creed. On prend cet exemple-là, en sens où dans le temps, on va évoluer. Mon personnage, dans le monde réel de Assassin's Creed, il a une épée ou il a un pistolet. Automatiquement, est-ce que je pourrais c'est l'idée de pouvoir réutiliser ça dans le prochain jeu? Ce serait l'idée, voilà. Okay. Encore une fois, pour l'instant, on l'a pas encore vu à une échelle importante, c'est-à-dire dans un jeu, dans ce qu'on appelle un triple A, donc les plus gros jeux de l'industrie. Mais oui, ce serait l'idée. Et en plus de ça, on pourrait même imaginer que cette épée dans Assassin's Creed puisse aussi être une voiture dans The Crew, mais en même temps. C'est-à-dire qu'en possédant un token, j'ai plusieurs objets différents dans différents jeux qui sont des objets, on peut l'espérer, assez uniques. Donc là, par exemple, on va aussi, puisqu'on a parlé du lab au début, on va aussi dans d'autres tendances qu'on appelle l'hyperpersonnalisation. L'hyperpersonnalisation, on l'associe plutôt à l'intelligence artificielle d'habitude, le fait d'adapter complètement l'expérience à l'utilisateur. On voit que finalement, la blockchain rentre aussi dans cette tendance-là. Elle va permettre aussi une hyper-personnalisation via, encore une fois, la propriété, nouveau type de propriété digitale que ça offre, que la blockchain offre aux utilisateurs. Donc ça, c'est, voilà, si on reprend True Ownership, pardon, c'est les termes anglais, mais True Ownership, Cross-Game Asset. Et on peut encore ajouter autre chose, c'est qu'il y a une autre tendance importante aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est l'e-sport. L'e-sport, très simplement, c'est... on essaie de reproduire avec les jeux compétitifs, les jeux vidéo compétitifs, ce qui existe dans le sport aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde des matchs de foot. Demain, enfin, ça a déjà commencé, mais c'est encore réservé à quelques personnes. Mais demain, on peut tout à fait... aujourd'hui, et ça existe déjà, comme je disais, mais il y a vraiment des spectateurs d'e-sport. Nous, on a un jeu qui s'appelle Rainbow Six, par exemple. On a un grand événement qui se passe tous les ans, Six Major, avec des équipes pro qui s'affrontent sur plusieurs jours. Et c'est suivi par, alors je n'ai pas les chiffres, mais beaucoup de monde. Et Twitch aussi. Et Twitch aide, le streaming en général aide beaucoup. Et donc, effectivement, les gens ne regardent pas ça sur les chaînes traditionnelles de télé, mais pas encore, mais ça commence aux États-Unis. ESPN a racheté les droits de diffusion d'un certain nombre de jeux vidéo. Et en fait, la logique du sport, du coup, s'applique aussi à l'e-sport. C'est-à-dire qu'il y a déjà des stars, il y a des streamers stars, on en connaît, et il commence à y avoir des stars d'e-sport. Ils ne sont pas encore très connus, mais disons imaginons demain un Pogba ou plus de ma génération, un Zidane de l'e-sport. On sait que les maillots de ces gens-là, les chaussures, les ballons qu'ils ont touchés, etc., tout ça prend beaucoup de valeur pour les fans. Voilà. Au-delà du merchandising, mais l'objet lui-même. Il y a du merchandising, il y a acheté le maillot avec le nom Zidane,
Mais il y a aussi le maillot de Zidane qu'il a porté pendant la Coupe du Monde 98, etc. Okay. La souris qui a tenu le gars pendant la Alors compétition. La souris, c'est encore un objet physique. Là, ce dont on parle avec la blockchain, c'est que si les objets sont liés à des tokens, et ben, le token ou l'objet que le joueur a utilisé pendant son tournoi, c'est son objet. Donc on peut tracer l'historique d'un objet, en fait. C'est ça la nouveauté. Donc on a avec le token la possibilité, et c'est un des usages premiers de la blockchain, en fait, c'est la traçabilité. Non, c'est clair. Et ben, on a la traçabilité de l'objet, donc de l'histoire de l'objet. Donc aujourd'hui, quand on pense dans le monde digital, on est vraiment dans... On pense à l'échelle de 10 ans, enfin je parle pas de 10 ans à venir, mais ça fait 10 ans qu'en gros tout ça existe bien, j'ai envie de dire. Donc en fait c'est très court, donc en fait pour l'instant les objets digitaux effectivement n'ont pas un passé gigantesque. On peut pas parler de comment est-ce qu'on appelle ça, j'ai perdu le terme. Il n'y a pas d'archéologue des objets digitaux encore. Je pensais même... Enfin bon, bref, archéologue des objets digitaux, mais ça va venir. Enfin, sans parler d'archéologie, on va pouvoir... Il y a déjà, par exemple, il y a une société française, une startup française qui s'appelle Auctionity, qui commence déjà à vendre aux enchères des objets digitaux. Pour l'instant, ils sont tous très récents, mais demain, voilà, on pourra avoir des objets plus anciens. Imaginons, je sais pas moi, effectivement, que peut-être dans 50 ans, on pourra dire « Ah, mais j'ai eu le... » Alors, je prends l'exemple de CryptoKitties, mais bah oui, moi, j'ai été le propriétaire de ce CryptoKitties. Je suis devenu un grand champion d'e-sport. Il se trouve que mon token était utilisable dans d'autres jeux, etc., etc. Et ce CryptoKitties, du coup, prend de la valeur par rapport à l'histoire de son utilisateur et de son usage, etc. Donc, ça, c'est un usage important. Ou dans Rainbow Six, voilà, j'ai eu le tools du gars qui a gagné Rainbow Six en telle année sur C'est ça. 2023, 2030, il y a eu un seul champion, Joël Morange par exemple. Je prends un exemple au hasard, un nom inventé. Et voilà, effectivement, du coup, il aurait pu utiliser simplement le même équipement pendant toutes ces saisons, par exemple. Et voilà. Du coup, le mettre aux enchères et récupérer le token qui est derrière. C'est ça. Donc, tout ça, c'est des usages. Voilà, on est autour de la notion de propriété. Mais aussi, on se rend compte, on a fait un hackathon en juillet 2018 avec des gens d'Ubisoft, mais aussi des startups et puis des particuliers qui sont venus participer à cet événement. Et ce qui était intéressant, c'est que finalement, nous, effectivement, quand on en parle comme ça, on met un côté très mercantile autour de cette notion de true ownership. Mais on se rend compte que les joueurs, quand ils parlaient de ce true ownership, en fait, c'était étonnant, ils parlaient de sentiments, en fait. Ils disaient, bah oui, en fait, ça veut dire que d'un seul coup, je peux m'attacher à un objet. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. C'est-à-dire que nous, chez Ubisoft, on fait des mondes ouverts. On pourrait imaginer, dans un de nos mondes ouverts récents, Assassin's Creed Odyssey, on peut avoir des bateaux, améliorer son bateau, ses chevaux, etc. Et ben, en fait, on pourrait imaginer, par exemple, avoir pendant tout le jeu passé beaucoup de temps avec le même cheval, par exemple. Et finalement, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, à partir du moment où le jeu se termine et où on ne peut pas le réutiliser, on n'a pas tendance à s'attacher, ou un petit peu, mais c'est pas non plus excessif. À partir du moment où on se dit, en fait, cet item-là, ce cheval, je pourrais peut-être l'avoir dans d'autres Assassin's Creed, oui, peut-être que l'attachement va pouvoir commencer à se faire. On va pouvoir commencer à penser à d'autres rapports. Et là aussi, on retombe dans d'autres signaux dont on parlait tout à l'heure. Virtual Idol, on pourrait avoir on voit qu'on commence à avoir des relations en fait avec le digital qui se renforcent. Et la blockchain, c'est une autre manière, j'entends moins ça aujourd'hui, mais il y a 2 ans, j'entendais pas mal ça. C'est une manière de donner des attributs concrets à des objets digitaux. La durabilité, le fait de pouvoir les transférer, etc. Le fait de ne pas pouvoir être copié, l'unicité... Tout ça sont des attributs plutôt... pardon, là, je reviens philosophe, mais c'est des attributs plutôt qu'on donne aux individus. Et pas forcément digital. Pas digital, qui est normalement, par essence, le monde de la copie. Voilà.
Alors ça, c'est sur l'aspect moi joueur avec moi-même, mais pour revenir sur Hashcraft, c'est moi-même le joueur, mais c'est aussi avec la communauté de joueurs. Et ensuite, dans le partage au final d'expérience de gaming. C'est ça. Alors ça, en fait, on était là sur effectivement les usages les plus connus et ceux qui sont les plus recherchés aujourd'hui. Là, on peut donc avec Hashcraft. Alors, il faut, je vais parler d'Hashcraft, mais du coup de comment on en est venu à Hashcraft. Ouais. Justement, ok, nous on s'est rendu compte que True Ownership, etc. Tout ça était finalement exploré par d'autres. Et la manière dont les makers fonctionnent, justement, c'est de se dire, ok, quel défi de design je vais pouvoir relever que les autres ne relèvent pas. Et donc, il s'agissait vraiment ici de se dire, bon, nous, au lab, on va pas partir sur transfert d'assets, transfert d'objets, True Ownership, etc., crypto-monnaie, tout ça est exploré par d'autres, on n'a pas tellement besoin, nous, de l'explorer. On va aller encore au-delà. Et finalement, qu'est-ce que c'était cet au-delà ? On s'est inspiré d'une start-up dont j'ai oublié le nom, qui proposait un truc très précis, qui proposait de distribuer la puissance de calcul de ce qu'on appelle rendering dans le jeu vidéo, c'est-à-dire de calcul du rendu graphique des objets digitaux, enfin du jeu lui-même, si on veut. Donc pas la carte graphique uniquement, mais le rendu qu'elle produit. Le rendu graphique, c'est-à-dire en fait ça demande beaucoup de calcul, de rendre, plus on veut que le jeu soit beau, que le graphisme soit précis, plus ça demande de puissance de calcul au moteur de jeu. D'accord. Et donc il y a des farms de rendering, ça s'appelle des fermes de rendering, donc c'est des énormes fermes de calcul. Je ne vais pas rentrer en trop de détails. Mais donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il existait cette logique de dire, OK, en fait, on peut utiliser la puissance de calcul, et c'est finalement quelque chose d'ailleurs qui est au cœur de la blockchain. On peut utiliser la puissance de calcul pour rendre service à l'ensemble de la communauté. C'est Ethereum, par exemple, avec les smart contracts. Le smart contract, il n'est pas exécuté sur ma machine, il est exécuté sur le réseau par d'autres, par tous les nodes. Et donc, c'est les nodes qui mettent au service de la communauté leur puissance de calcul pour faire fonctionner des applications. Donc, on s'est posé cette question-là, ça va devenir plus simple. On s'est posé cette question-là, comment faire en sorte que chaque joueur de la communauté puisse apporter de la valeur à l'ensemble de la communauté. C'était ça la question. Dans le jeu vidéo, on a une autre technologie en ce moment qui marche beaucoup pour faire tous ces grands mondes ouverts, etc. C'est la génération procédurale. Donc l'idée des makers, ça a été d'associer génération procédurale et blockchain. Comment ? En se disant, la génération procédurale demande de la puissance de calcul. Donc la génération procédurale, pour expliquer très rapidement ce que c'est. C'est le fait de pouvoir générer à partir de quelques règles un terrain, par exemple, et pas avoir à tout faire à la main. Ou générer un certain nombre d'objets. Par exemple, on va pouvoir dire, il y a deux manières. Il y avait une manière de faire à l'ancienne qui était de dessiner à la main sur ordinateur, bien sûr, tous les arbres d'un décor, par exemple, et puis à les poser dans le décor. Ça, c'était vraiment une ancienne manière de faire. Aujourd'hui, la génération procédurale, il s'agit d'entrer les règles qui vont permettre aux ordinateurs de créer ces arbres directement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'artistes. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des artistes qui ont généré, qui ont dessiné, etc. Et ensuite, de pouvoir générer une carte... de pouvoir générer une carte, de pouvoir y mettre des arbres, des routes, etc. C'est ce qu'on utilise à très grande échelle dans nos jeux, par exemple comme Ghost Recon Wildlands, qui est un jeu dont le monde fait un peu plus de 350 km², donc c'est gigantesque. On n'a pas tout dessiné à la main, on a généré le monde procéduralement. À partir d'un certain nombre, là, il y a beaucoup de règles. Beaucoup de règles là-dessus. Pour avoir de l'interaction en plus quand le joueur puisse passer. Bien sûr, bien sûr.
Et donc là, l'idée, c'était de se dire, bon, tout ça demande de la puissance de calcul. Donc les makers se sont dit, ok, très bien, ce qu'on va faire, c'est que le joueur, au moment où il lance son jeu, il va pouvoir, c'est un jeu d'exploration d'îles. Et en fait, ce que le joueur fait, c'est qu'il génère une île. Donc il entre un chiffre, c'est un prototype, hein, donc tout n'est pas élaboré, tout n'a pas été poussé au bout en termes de game design, etc. Mais l'idée au cœur a été bien rendue. Le joueur, sur sa machine, génère une île procéduralement. Donc, au moment où il lance le jeu, il entre un chiffre, un nombre, ça génère une île. Sur cette île, il va pouvoir ajouter des petites choses. Il va pouvoir poser 3 trésors, planter son drapeau, faire des petits challenges, proposer des petits challenges aux autres joueurs. Une fois que ça s'est fait, le calcul, en fait, a été complété. C'est-à-dire qu'il y a eu le calcul de la machine pour générer l'île. Il y a eu l'action humaine pour singulariser l'île. Une fois que ça s'est fait, l'île, tout ce qui a été calculé est sauvegardé sous forme de ce qu'on appelle une seed, donc un code, si on peut dire, qui est enregistré sur la blockchain et en fait qui va permettre aux autres joueurs de pouvoir visiter l'île sans avoir à refaire tout le calcul. C'est-à-dire que la seed va permettre, va être relue par le jeu des autres joueurs, par l'instance des autres joueurs. Et cette seed, du coup, cette seed va être traduite directement dans l'île qui avait été faite par l'autre joueur, par les autres joueurs, pour qu'ils puissent jouer. Donc, il y a plein de limites à ça. Nous, on a utilisé une blockchain très simple, multi-chain. Ça a été la décision des makers de dire que chaque joueur était un nœud du réseau. Ça permettait... ça a des bons côtés qui sont de se dire, en fait, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de serveurs centralisés. Le jeu peut tourner à partir du moment où des joueurs ont laissé leur PC allumé. Et donc, chacun a une copie de la blockchain, donc du registre, et donc a accès au seed des autres îles. C'est anecdotique, mais l'algorithme de génération procédurale permet, je crois, de générer entre 2 et 4 milliards d'îles. Je n'ai plus le chiffre exact, mais donc ça va. Enfin, on s'était dit qu'il y avait de l'espace. Et donc, on voit là vraiment que la logique qu'on cherchait à mettre en valeur fonctionne dans ce prototype, c'est-à-dire que chaque joueur apporte à la communauté de la valeur, puisque ses actions sont autant d'économies de calcul pour le reste de la communauté. Et en plus des économies de calcul, c'est une île un peu singulière à chaque fois. Voilà. Les limites, c'est que c'est quand même... Il y avait une contrainte, pardon, j'ai oublié de rajouter cette contrainte design qui était quand même la plus forte, qui était de se dire, ils se sont dit qu'ils n'utiliseraient comme technologie online que la blockchain. Uniquement la blockchain. C'était une contrainte, mais c'est une contrainte. C'est très intéressant parce que c'est une contrainte qui s'est avérée très génératrice de créativité. Mais ce qui empêche aussi d'en faire un jeu concret aujourd'hui vraiment. Qu'on peut diffuser. Parce que notamment, par exemple, ce qui est sur la blockchain, c'est la seed, donc c'est la régénération d'une île sur le PC de chaque joueur. Mais ça interdit, par exemple, le multijoueur en tant que tel. On ne peut pas... avoir plusieurs joueurs sur une même île. Ils peuvent être sur la même île, mais ils sont chacun sur la même île chez eux. Ils ne sont pas sur la même île pour de vrai. Voilà, donc c'est là où on voit que c'est un prototype, c'était une recherche, etc. Mais en tout cas, ce que ça permettait donc encore une fois de mettre en valeur, c'était cette idée de création communautaire, finalement, ici d'un archipel. Ouais. Mais demain, on peut se dire qu'il y a des jeux... de studios qui essaient d'être des jeux plus
permanent que le nôtre persistant, Mhm. ce qu'on appelle les jeux persistants. Un jeu persistant, c'est un jeu qui est voué à durer plusieurs années et où les modifications que les joueurs font sont enregistrées dans le jeu, ne bougent pas, Ils sont etc. immuables, quoi. Immuables, et chacun a la même version de ce monde-là. Dans ces jeux-là, ça veut dire que demain, on peut créer... on pourrait sans doute le faire sans blockchain, mais avec la blockchain, on va voir que ça a d'autres atouts. Mhm. On peut créer des challenges communautaires. Donc on peut se dire par exemple, on a besoin, imaginons, alors c'est vraiment imaginer, hein, on a besoin Prospective. voilà, on a besoin on est dans une Europe médiévale par exemple, on sait que on sait pas si la Terre est ronde ou plate, on sait il faut construire un bateau. On se rend bien compte qu'un joueur tout seul peut pas construire un bateau. J'aurais pu prendre l'exemple des pyramides aussi. On voit l'idée. Dès qu'on aurait besoin, on pourrait avoir besoin dans un jeu de construire quelque chose qui demanderait de la ressource et vraiment du temps de jeu de joueurs, mais de peut-être centaines de joueurs. Ouais. Il faut aller chercher du bois, il faut aller chercher sur très longtemps peut-être, etc. Et ben, ce type de challenge, il pourrait être en partie suivi par la blockchain. Pourquoi ? Parce que ça permettrait de pouvoir retracer, là encore on utilise vraiment la dimension de traçabilité de la blockchain, ça permettrait de retracer les apports de chacun. Parfois c'est pas important de tracer l'apport de chacun, parfois ça peut l'être. Il y a des... si on veut justement, je sais pas, bon là l'exemple que j'ai pris n'est pas forcément bon, il y a un projet en cours qui s'appelle Cellarius, qui consiste là à créer, alors c'est pas dans le jeu vidéo, c'est dans le divertissement au sens large, c'est l'idée est de créer un monde de fiction, et en fait chacun peut apporter sa pierre à ce monde-là, rédige une fiche, fait selon ses capacités, donc ça peut être rédiger une fiche sur telle ville sur ce monde-là, ça peut être, si je suis un artiste, de dessiner telle chose, etc. Et donc l'idée, c'est qu'à la fin, dans Cellarius, donc il y a un monde construit communautairement, collectivement, mais qu'on puisse toujours savoir qui a fait quoi, qui a récupéré quoi. Qui a créé quoi. Créé quoi. Ouais. Et ça, c'est important dans un monde où alors c'est aussi peut-être le moment de parler d'un terme qui marche pas mal, c'est une multivers. Si on va vers des mondes digitaux, des mondes virtuels de plus en plus importants, la notion probablement d'ailleurs la notion de propriété intellectuelle va changer un petit peu. Mais il faut être capable de pouvoir remonter aux créateurs originaux. Donc, et là, la blockchain est importante probablement aussi pour tracer ça. Ouais. Et quand tu parlais tout à l'heure justement je reviens sur l'exemple du bois et du bateau, on pourrait imaginer que justement chaque joueur qui ait participé au montage de ce bateau, un petit peu comme le principe d'une DAO, en soit d'une micro DAO dans le jeu, puisse monter de niveau au final. Sa rétribution, ça pourrait être j'ai participé à couper le bois pendant longtemps, automatiquement je peux suivre mon montage de niveau. C'est ça, exactement. Et ça amène la traçabilité et la connaissance du joueur. Ça amène au troisième point que tu cites souvent, c'est la transparence vis-à-vis du joueur. Sur la transparence vis-à-vis du joueur, c'est vraiment important. Donc il y a toujours cette idée de se dire, ok, si un jeu s'arrête, il faut que le joueur puisse partir avec quelque chose. Bon, c'est une première chose. Dans des jeux plus compétitifs, typiquement Rainbow Six, aujourd'hui, le joueur, il fait confiance. Il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance à Ubisoft en fait, en tant que tel. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que justement, on est dans un modèle de confiance centralisé, etc. Et d'habitude, parce que le jeu existe depuis... Et d'habitude, exactement. Donc là, souvent, ce qu'on entend, c'est oui, mais du coup, si on rajoute de la blockchain, on est en train de dire aux utilisateurs, ne faites pas confiance à Ubisoft. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est plutôt au contraire. Plus on apporte de la transparence, plus on dit au contraire, faites-nous confiance. Vous pouvez nous faire confiance. Et dans les jeux très compétitifs, dans les jeux
où ça se joue vraiment à la microseconde. Enfin, encore une fois, du coup, je fais de la pub, j'encourage de regarder de l'e-sport parce que c'est très impressionnant. C'est-à-dire vraiment, quand on n'est pas joueur soi-même d'e-sport, la vitesse à laquelle se déroulent les actions sont hallucinantes. On peut pas avoir justement de problématiques qui sont des problématiques de jeux online classiques, de latence ou de choses comme ça. De lag, etc. De lag, parce que à un centième, dixième de seconde près, le joueur il peut plus faire son action. Enfin, ouais. Donc c'est quand même très important. On travaille à Station F dans notre programme d'accompagnement de start-up avec une start-up qui s'appelle Azarus. Azarus, il propose une plateforme de challenge entre joueurs, justement. Et aujourd'hui, ça se traduit comment c'est plutôt leur première étape, c'est de faire, c'est le streamer en fait, qui va proposer, le streamer, donc celui qui diffuse sa partie, qui à la fin de sa partie va proposer aux spectateurs un certain nombre de questions. On va dire, voilà, dans ce jeu-là, quel type d'arme j'ai utilisé, par exemple. Dans cette partie, quel type d'arme j'ai utilisé. Les joueurs ont un petit cadre, un petit moment pour répondre. C'est une extension sur Twitch, simplement. Ils ont un petit moment pour répondre. Une fois qu'ils ont répondu, ils sont récompensés en recevant des crédits Azarus. Ces crédits, ils pourront les utiliser sur la plateforme Azarus pour acheter des codes de réduction pour des jeux, de boost, des accès à des choses en ligne, etc. Mais ce qui est intéressant en termes de blockchain, c'est que là, la blockchain, ce qu'elle apporte, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'atomicité de la transaction. C'est-à-dire que dans une transaction, on transfère bien les crédits, de la valeur, ça c'est vraiment la base de la blockchain, mais aussi de l'information. Et en l'occurrence, ce que Azarus transfère comme information, ce sont les données réelles du jeu, de la partie qui a eu lieu. Et c'est-à-dire que quand le joueur pose la question quelle arme quand le streamer propose la question quelle arme j'ai utilisée pendant ma partie, une fois que les joueurs ont répondu, ils peuvent aller vérifier sur le site d'Azarus. Il y a le contenu, en fait, il y a vraiment le contenu de la blockchain qui est exposé en des termes, pour le moment, pas encore tout à fait lisibles, mais ils y travaillent. Oui, parce qu'il y a de l'UX à faire. Voilà, il y a beaucoup d'UX. Mais du coup, ce qu'on peut voir, c'est, OK, moi, je peux voir combien de personnes ont répondu à la question, combien ont bien répondu, quelle a été la répartition, sur quelles données s'est appuyée la réponse, justement, le challenge. Tout ça est inscrit dans la blockchain, donc ça veut dire que du côté d'Azarus, ils lisent aujourd'hui, ils s'appuient sur l'API publique de Rainbow Six en l'occurrence. Donc ça, on voit qu'on va vers... Donc là, c'est un exemple de transparence, c'est-à-dire que tout est transparent. Et une anecdote intéressante, c'était que justement, sur cette question de quelle arme j'ai utilisée, il y avait eu dans l'écriture du smart contract côté Azarus, ils avaient oublié un cas possible, c'est-à-dire le cas où en fait, le joueur n'avait tué personne, en fait. Donc, n'avait pas utilisé d'armes, et c'était simplement les autres joueurs qui avaient réussi à faire le jeu. Et donc, il n'y avait pas cette réponse-là, ce qui fait que, je ne sais plus, ça entraînait un problème de répartition des gains, etc. Et en fait, les joueurs l'ont vu, ont été capables d'aller lire le smart contract, puisqu'il est public, il est sur la blockchain, et on peut dire à Azarus, en fait, ton smart contract, il est mal rédigé. Et donc, Azarus a pu corriger son smart contract. Participatif, donc, même dans la co-création. Participatif, exactement. Et même si c'est un dixième de % des joueurs qui sont capables d'aller lire sur une blockchain, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a une communauté qui est capable d'utiliser cette transparence et d'en faire bon usage. Et ça, c'est un point intéressant. Et là, puisque moi, mon point aujourd'hui, je sais que je suis loin d'être le seul à penser ça, c'est qu'on voit que la blockchain permet d'amplifier un certain nombre de questions qui se posent finalement déjà. Et cette question de la transparence, les réseaux sociaux, on vient montrer qu'elle était partout. Nous, en termes de jeux vidéo, on a créé beaucoup de confiance avec nos joueurs, donc on n'a pas tellement ces enjeux-là. En tout cas, chez Ubisoft, on les a pas tellement.
En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où on va vers un Internet plus décentralisé, vers un monde plus décentralisé, ben, ça veut dire que nos API, donc l'accès à un certain nombre de données de nos jeux, ben, cet accès-là, il doit être, lui, un peu renforcé, il peut être mieux utilisé. Voilà, il y a quelques jeux assez connus dans l'e-sport, par exemple League of Legends, je crois. Eux, ils ont rendu leur API totalement public et avec vraiment beaucoup de détails. Nous, chez Ubi, on travaille sur ces questions, voilà, mais on voit que c'est une tendance globale, en fait, hein, qui va... je dirais que c'est une des expressions de la transparence dans le jeu vidéo, ce rapport aux API, par exemple. Mais il y a peut-être d'autres choses. Et qui donnerait accès à des entités externes de pouvoir proposer des services dans des jeux. Justement, cette transparence, c'est quoi l'idée de cette transparence, justement? Dans des jeux, non, mais en périphérie des jeux, ouais, sans doute, des services si on reste dans l'e-sport, parce que c'est là où ça se traduit le mieux, des services de coaching, notamment, en s'appuyant sur les statistiques, etc. Ouais. C'est des choses assez intéressantes. Voilà, et puisqu'on parlait de DAO, donc là, on n'est plus... j'ai pas encore vu j'ai pas encore vu de réel modèle de ça, mais on peut se dire que demain, on va pouvoir créer un jeu de manière collaborative en mode DAO, justement. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Toujours à Station F, on a une startup très jeune qui s'appelle Player State et qui travaille justement à une plateforme qui mettrait en relation les projets, les entreprises et les utilisateurs créateurs. C'est ça qui est intéressant aussi. Nous, on utilise beaucoup le terme chez Ubi de player as stakeholder, donc le joueur comme partie prenante en fait de nos expériences, et pas seulement donc en tant que joueur, mais aussi en tant que créateur engagé, etc., qui en tant que développeur de communauté, enfin, on voit que le joueur est vraiment très engagé. Et en fait, là aussi, hein, avec ce système de DAO, la traçabilité dont on parlait tout à l'heure, le fait de détenir les objets, etc., via la blockchain, on voit que la blockchain, ça peut être un outil aussi pour renforcer vraiment cette partie-là du player as stakeholder. Du partie prenante dans le jeu, dans sa création et pas uniquement dans l'expérience de son héros. C'est ça. En dernière partie, et pour finir notre échange, je voudrais adresser un petit peu, parce qu'on en a parlé pas mal de prospective dans notre échange, on a imaginé des mondes, mais aujourd'hui, justement, sans dévoiler la feuille de route exacte du lab, mais ce serait quoi peut-être les grandes thématiques que vous aborderez en 2019 en lien avec la blockchain ou d'autres technologies, qui marieraient même d'autres technologies, je ne sais pas. Alors, on a créé donc une équipe blockchain, qu'on appelle Blockchain Initiative, au sein du lab. L'idée de cette équipe, c'est de continuer à explorer les différents cas d'usage et à continuer à prototyper. On a vraiment c'est une certitude, hein. On apprend en faisant, hein. On n'a pas trop il n'y a pas tellement de mystère. Donc nous, on continue à chercher, à explorer. Aujourd'hui, je pense que c'est assez clair, hein. Les problématiques, on est comme tout le monde, hein. On voit qu'il y a un grand nombre de problématiques propres à la technologie, puisqu'elle est encore assez jeune. Et on voit que pour un usage dans le jeu vidéo, avec le niveau de qualité d'Ubisoft, il y a beaucoup de barrières à passer. D'accord. Donc une de ces premières barrières, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'UX. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. On essaie de trouver des solutions pour essayer de voir comment on peut rendre accessible la blockchain sans avoir effectivement aujourd'hui à télécharger un wallet, aller sur un exchange ou je ne sais quoi, enfin toutes ces barrières-là. En fait. Nous, on veut vraiment un usage pour le jeu, pour apporter de la valeur aux joueurs. Et même que le joueur oublie qu'il l'utilise, même qu'il n'ait même pas conscience que derrière il y a la technologie blockchain au final, qu'il soit juste dans le jeu. Oui, mais ça c'est quelque chose, j'imagine que dans les podcasts, vous avez dû beaucoup entendre, hein, mais c'est le fait que aujourd'hui on parle de blockchain. D'ailleurs,
de plus en plus, on se De dit DLT. peut-être que c'est plutôt DLT au sens plus large qu'il faudrait utiliser. On dit aussi que c'est un petit peu comme la technologie TCP/IP. La suite TCP/IP est l'ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet. On en parlait beaucoup au début de l'Internet. On en fêtait les 30 ans le 12 mars dernier. Ouais. Ces technologies-là, qui les connaît aujourd'hui, en dehors des ingés réseau, qui ça intéresse même. Donc probablement, oui, effectivement, le meilleur destin de la blockchain, c'est qu'on n'en parle plus et que on l'utilise sans trop le savoir. Donc de notre côté, on a effectivement cet enjeu-là du X. On a aussi quand même aujourd'hui, on est dans une constellation de propositions de solutions de blockchain. Je parlais un petit peu d'Ethereum, il faudrait parler d'EOS, il faudrait parler de Tron, qui se prétend justement la blockchain du jeu vidéo, par exemple. On n'a pas parlé, et ça prendra un peu de temps, mais il y a énormément de protocoles en fait aujourd'hui qui se disent que le jeu vidéo est peut-être une des voies pour que la blockchain devienne populaire et mainstream, et donc essaie de financer beaucoup de projets dans le jeu vidéo. Nous, on doit réfléchir aussi à quel type de technologie on a vraiment besoin, pour quel type d'expérience. Toutes les blockchains n'offrent pas les mêmes atouts, n'ont pas les mêmes difficultés. On sait que plus on va vers une distribution large, plus on s'assure d'un certain niveau de sécurisation et plus la notion, par exemple, de true ownership dont on parlait tout à l'heure a du sens. Mais en même temps, on se retrouve avec une limite vraiment de transactions par seconde. On se retrouve, enfin voilà, toutes ces difficultés-là, on les connaît. Et si on va vers des choses qui permettent une meilleure scalabilité, ben on perd un peu on perd en décentralisation, on perd en sécurité, on perd, etc. Donc c'est toujours un équilibre à trouver, etc., des compromis à faire. Donc nous, on doit aussi explorer toutes ces technologies-là. Et puis, on doit être prêt. Je pense que 2019, c'est une année où il va se passer, je pense, pas mal de choses. On entend beaucoup parler de projets. On parlait de Facebook, avant ce podcast. On parlait de Facebook qui annonce sa crypto-monnaie. Une entreprise comme ça avec 2,7 milliards d'utilisateurs qui lance une crypto-monnaie, quel impact ça peut avoir sur la société, sur le devenir de la blockchain, etc. C'est une question. On voit qu'il y a beaucoup de projets qui ont été justement financés autour de 2016-2017 qui vont probablement commencer à sortir un peu plus là cette année. Donc, il va se passer beaucoup de choses. Nous, on suit, on continue à explorer. Et quand même, on part sur des explorations qui sont celles dont je parlais tout à l'heure, beaucoup autour des NFT, parce qu'on considère que c'est quand même ce qui apporte le plus de valeur aux joueurs. Après, il faudrait énoncer des choses qui sont moins directement, en tout cas, qui font un petit peu moins rêver ou qui éveille un peu moins l'imagination. C'est tout ce qui est effectivement utilisation de la blockchain pour contrer la fraude, pour contrer aussi pour contrer la fraude, pour essayer d'avoir une meilleure gestion des données. C'est-à-dire, si on va vers des identités décentralisées, il y a beaucoup de projets autour de l'identité décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire pour le jeu vidéo? On sait que là encore, Facebook, Twitter et Google travaillent sur un modèle de standardisation de leurs données pour pouvoir faire en sorte que les données que j'ai sur Facebook, je puisse les utiliser chez Google, etc. Eux, c'est trois géants qui travaillent ensemble. Ouais. L'identité décentralisée, c'est ce que un des fondateurs du web, Tim Berners-Lee, sur quoi il est en train de travailler avec son coffre-fort numérique qu'il appelle Solid, dans lequel on pourrait tous avoir nos données. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire dans le jeu vidéo pour un joueur d'avoir ces données? Quel type de données on a besoin? On parlait là encore du monde digital qui est très jeune, mais peut-être que dans 10 ans,
Enfin, dans 10 ans, je me vois beaucoup plus vieux que je suis, mais peut-être dans 50 ans, quand je serai très vieux et que j'aurai du mal à utiliser des pads, je voudrais léguer mon compte Ubisoft de 70 ans d'expérience de jeu. Je voudrais le léguer à un de mes petits-enfants, mon préféré. 70 ans de jeu et de data. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça se monétise? Est-ce que ça se... Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut le transmettre? Voilà, il y a des réflexions à avoir au-delà des items dont on parlait, qui sont des réflexions intéressantes, mais on est au début. Début, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet échange et d'avoir partagé toutes ces infos. De rien. Et on va suivre un petit peu tout ça en espérant accéder au plus rapidement à nos items pour pouvoir les partager sur plusieurs jeux. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je remercie également Nicolas d'avoir participé à cette petite interview. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, Alexandre Schkirat, et également à suivre ce podcast puisque chaque semaine, je poste les news blockchain. C'est les 3 news qui m'ont le plus marqué dans l'univers de la blockchain. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.